Bonjour, je suis très honorée d'introduire cet événement. Je suis Jacqueline Elina Maire, présidente du HCCP, Haut Conseil certificateur de place. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à l'événement qui marque les 10 ans de la certification professionnelle. J'en suis ravie, nous sommes très nombreux cet après-midi, représentants du monde académique, des organismes de formation, journalistes, professionnels de la communication financière, professionnels de la finance, représentants des associations d'épargnants et membres du collège de l'AMF et de l'AMF et du HCCP. Cet événement, nous l'avons tous souhaité, mais assurément sous une forme différente. Nous aurions aimé vous recevoir de manière plus agréable en intervenant et en animant des tables rondes devant vous, et surtout avec une coupe de champagne et des petits fours à partager ensuite. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement et ne nous le permet pas. Nous allons faire de notre mieux, j'espère, avec l'aide des équipes de communication de l'AMF, et nous espérons bientôt, très bientôt, renouer avec la tradition d'événements plus conviviaux. Oui, la certification professionnelle a vu le jour il y a un peu plus de 10 ans. C'est déjà un bel âge, un beau parcours, une belle réussite qui n'a été possible que grâce à mes prédécesseurs, présidents du HCCP. Tout d'abord, Jean-Pierre Pinaton, premier président, qui, inspiré par ses expériences à l'étranger, qui avaient été nombreuses, a mobilisé toute sa force de conviction pour mettre en place ce dispositif dont toute la place financière de Paris est fière désormais. Puis, le regretté Jean-Luc Angehardt, qui a semé les germes d'une rénovation pour mieux faire rayonner cette certification. Et enfin, mon prédécesseur, Bernard Coupé, qui a repris le flambeau avec détermination, écoute et sens de la concertation pour concevoir et finaliser le projet de base commune dont nous allons parler dans quelques minutes. C'est aussi grâce à tous les membres successifs du HCCP que tout a été possible, grâce aussi aux organismes de formation qui sont réellement les pierres angulaires de la certification professionnelle, et aussi les associations professionnelles, FBF, AMAFI, AFG, Association de CIF et d'autres aussi. Possible aussi grâce aux équipes de l'AMF dirigées par Claire Clastanet et Florence Korn qui interviendront successivement après moi, qui ont toujours consacré beaucoup de temps, d'énergie, avec professionnalisme à ce dispositif. Aujourd'hui, on peut le dire, et je le dis d'autant plus tranquillement que je suis arrivée, je dirais, après un certain nombre de présidents du HCCP, le dispositif rénové de certification se caractérise par sa collégialité, dont j'ai pu mesurer l'importance, sa robustesse et sa qualité. Je profite de l'occasion pour saluer les responsables des ressources humaines, les responsables du contrôle, de la conformité et tous ceux qui ont été diplômés, ceux qui ont tout simplement réussi, passé la certification AMF. Et ils ont vraiment été de tout temps nos meilleurs ambassadeurs. Permettez-moi de rappeler en quelques mots, et je serai brève, le rôle du Haut Conseil certificateur de place que j'ai l'honneur de présider. Le HCCP a plusieurs missions dans le cadre de la certification professionnelle en s'appuyant sur les services de l'AMF. Tout d'abord, rendre des avis à la demande de l'AMF sur la certification des connaissances professionnelles, définir le contenu des connaissances minimales et veiller à son actualisation avec l'aide indispensable des organismes de formation qui élaborent avec nous la base commune dont je parlais il y a quelques minutes, puis définir et vérifier les modalités des examens. Enfin, et ce n'est pas la moindre de nos fonctions, délivrer après analyse de leur dossier une certification des examens aux organismes de formation qui en font la demande. Le HCCP est composé de 10 membres de grande qualité, professionnels de la finance et du monde académique. D'ailleurs, vous aurez le plaisir d'entendre certains membres cet après-midi et je les remercie par avance. Quelques chiffres pour illustrer peut-être ce qu'est la certification depuis 10 ans. Depuis 10 ans, 90 000 personnes environ ont réussi l'examen de l'AMF en direct. 63 000 personnes ont passé la vérification interne des connaissances. Et enfin, 400 personnes ont bénéficié d'une équivalence au Royaume-Uni.
Je le disais et je le répète, nous sommes très fiers de cette certification parce qu'elle constitue l'une des forces de la place financière de Paris et est d'ailleurs reconnue à l'étranger, certains même nous l'envient. Nous sommes tous convaincus de l'importance de la certification. Il est peut-être utile de le rappeler. Premièrement, parce qu'elle est la base d'une culture et d'un socle déontologique commun dont le bien fondé est évident. Deuxièmement, parce que la place se doit de former des professionnels de haut niveau aux qualités déontologiques irréprochables. Soulignons d'ailleurs combien les certifiés, les responsables des ressources humaines et de la conformité contribuent au rayonnement de ce diplôme. Nous croyons aussi, et c'est très important de le rappeler, que la formation interne et la formation permanente sont fondamentales aussi. C'est de la responsabilité de nous tous et des responsables des établissements de vérifier l'adéquation entre le poste du collaborateur et ses compétences. Notons combien les associations professionnelles sont vigilantes en la matière aussi. Revenons maintenant vers la raison de notre rencontre cet après-midi. Oui, 10 ans déjà de cette certification. Un bel âge, mais l'âge d'évoluer. Autour de nous, le monde bouge. Nous fondons l'espoir que c'est dans le bon sens. La finance aussi évolue. Ainsi, si nous considérons que les professionnels doivent être bien formés à la finance dite classique et qu'ils doivent être aussi des professionnels à la déontologie rigoureuse, ils doivent aussi, selon nous, être des citoyens et des acteurs financiers engagés pour protéger notre planète et respectueux des objectifs sociaux et de gouvernance. La finance durable responsable doit faire partie intégrante de la formation à la finance de nos jours. C'est l'une de nos conclusions. Pour ce faire, le collège de l'AMF, présidé par Robert Hoffel, son président, a souhaité renforcer dans la formation classique le volet finance durable au plus vite. De plus, pour montrer notre attachement et l'importance de la finance durable, nous avons souhaité établir un module spécifique en la matière et ce module va être créé très rapidement. J'ai donc l'extrême plaisir de vous annoncer aujourd'hui le lancement imminent dès cet été de ce certificat qui s'adressera à tous ceux qui veulent acquérir des connaissances reconnues en matière de finance durable, mais aussi à tous ceux qui commercialisent les produits verts et durables. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie à nouveau de votre présence et de votre soutien à la belle aventure de la certification professionnelle. Des jours passionnants, selon moi, s'ouvrent devant nous. Je passe la parole à Florence Corne de l'AMF. Un programme très complet, très intéressant nous est proposé par mes collègues du HCCP et de l'AMF et je les remercie par avance. Merci beaucoup, Jacqueline. On se retrouve tout à l'heure. Donc, bonjour à tous. Je suis Florence Corne, adjointe à la directrice des relations avec les épargnants à l'AMF et je vais modérer cet événement. On va l'organiser en 3 temps. Tout d'abord, on va parler de la vérification des connaissances minimales des professionnels, puis de la réforme de l'examen AMF et enfin de la certification finance durable. Vous pouvez poser vos questions par écrit au fil de l'eau dans la partie droite de votre écran. On y répondra à la fin de chacun des 3 temps avec Claire, Jacqueline et le membre du HCCP qui sera intervenu. Sachez aussi que cette présentation, ce webinaire est enregistré et que vous recevrez après le webinaire un lien par email pour accéder au replay. Je vous propose tout d'abord de regarder une vidéo sur le témoignage d'un conseiller et d'un responsable conformité sur l'intérêt de la certification, au bénéfice notamment de l'intérêt client et de la qualité du conseil. Bon, il s'agit d'un groupe bancaire que vous reconnaîtrez sans doute, mais c'est à l'instar de ce que font l'ensemble des banques et comme on le constate à travers les échanges que l'on a avec eux. Donc voilà, visionnons cette vidéo et on se retrouve après. Alors, dès mon arrivée au Crédit Agricole, j'ai suivi un parcours de formation complet permettant d'acquérir de nombreuses connaissances dans le domaine de la banque et de l'assurance. Parmi ces formations, beaucoup ont concerné l'épargne. Et donc ces formations épargne s'impliquaient intégralement dans le parcours de l'AMF pour que nous puissions conseiller au mieux nos clients. Je me rappelle qu'il y a environ une centaine de questions, divisées en 2 catégories. D'une part, la culture financière, de l'autre, les connaissances dites indispensables.
Donc les questions touchaient plusieurs sujets, à la fois l'économie européenne de manière générale, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il y avait la connaissance et l'évaluation des clients, et tous les produits financiers qui existent sur le marché. Et donc pour valider cette certification AMF, nous devions obtenir au minimum 80% de bonnes réponses pour chacune de ces catégories. Oui, la mise en œuvre de la certification s'intègre clairement dans notre démarche globale de montée en compétence des conseillers. Cette certification représente un véritable passeport pour commercialiser les produits financiers. Un conseiller ne peut distribuer ses produits s'il n'obtient pas cette certification. C'est un passage obligatoire. Chaque groupe bancaire instaure donc un plan de formation complet pour faire en sorte que les conseillers soient les plus à même d'apporter les bonnes réponses aux clients. Cette certification est parfaitement en phase avec notre besoin de transparence et de loyauté vis-à-vis de nos clients. Elle permet ainsi à nos conseillers de mieux connaître le cadre réglementaire français, européen et mondial, de comprendre le rôle de l'AMF, de la Banque de France, de l'ACPR comme de la BCE, et d'approfondir également des notions macroéconomiques fondamentales telles que le PIB, l'inflation par exemple. Je reçois chaque jour des clients pour la gestion de leur patrimoine. La formation liée à la certification AMF permet, dans un premier temps, de mieux appréhender et de mieux connaître ce qu'est ce monde complexe de l'épargne, mais surtout d'avoir une mise en pratique directe et pragmatique au quotidien avec nos clients. Au final, un rendez-vous clientèle se passe toujours plus ou moins de la même façon. Il y a d'abord une phase d'écoute, on complète la connaissance qu'on a déjà du client. Ensuite, on lui pose des questions sur leur situation, leurs besoins, leurs projets. S'ils viennent me voir pour leur patrimoine, pour une problématique d'épargne, je vérifie leur niveau de connaissances et compétences en matière de placement. Et ensuite, je m'assure de bien leur expliquer toutes les solutions que je peux leur proposer, en expliquant surtout le rapport entre le capital qui est garanti versus risque et rendement. Je m'assure qu'ils aient bien compris ces sujets et toutes ces étapes permettront de co-construire ensemble les solutions adéquates aux clients. Donc maintenant, je vais passer la parole à Myriam Roussy, membre du HCCP, qui va, pour notre première partie, nous parler de l'état du droit positif en matière de vérification des connaissances minimales. Et nous nous retrouverons juste après. Voilà, je passe la parole en vidéo à Myriam. Bonjour, alors je vais vous présenter l'état du droit positif concernant la vérification des connaissances minimales des professionnels. Alors, la compétence des professionnels est un prérequis de la bonne application des textes. Cela va de soi dans à peu près tous les secteurs d'activité, mais c'est sans doute particulièrement vrai en finance. On le sait, la finance est au cœur de la lutte contre les fléaux planétaires comme le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou encore la corruption. Et les acteurs de la finance sont assujettis à la lutte contre ces fléaux. Ils doivent participer à la prévention des risques en ce domaine. Mais encore, la finance est un secteur où peuvent s'exprimer des comportements déviants, susceptibles de porter atteinte à l'intérêt général. Et là encore, les professionnels doivent participer à la lutte contre ces comportements déviants. Enfin, la finance présente une troisième caractéristique puisque la clientèle, c'est-à-dire notamment les épargnants, s'exposent à des risques en plaçant leur épargne sur les marchés financiers. Et à cet égard, les professionnels sont aussi particulièrement sollicités pour éviter, alerter leurs clients sur ces risques. Donc c'est pourquoi le législateur français et européen a adopté un certain nombre de règles qui impose aux collaborateurs d'avoir reçu à tout le moins une formation minimale, initiale, qui d'ailleurs généralement doit être certifiée. Et dans certains domaines, le législateur impose également que les collaborateurs suivent des formations continues tout au long de leur vie professionnelle, généralement d'ailleurs dans un cadre annuel.
Alors, en créant il y a 10 ans la certification AMF, l'autorité a participé à ce mouvement. Elle a même contribué à le construire, puisqu'à l'époque, les obligations de formation étaient moins nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Un bref panorama sur ces obligations actuellement en vigueur permet de mettre en panorama l'apport qu'a eu l'AMF dans le processus de vérification des connaissances minimales des professionnels de la finance. Alors, le panorama de ces obligations de formation fait apparaître qu'il existe déjà dans le domaine bancaire et financier une obligation générale de formation, obligation générale qui pèse sur tous les établissements soumis au contrôle de l'ACPR, c'est-à-dire les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. C'est l'arrêté de 2014 relatif au contrôle interne qui pose cette obligation en énonçant « Les entreprises assujetties assurent à tous les membres de leur personnel concerné une formation aux procédures de contrôle de la conformité adaptées aux opérations qu'ils effectuent ». Donc cela vaut évidemment dans plusieurs domaines et cela impose que les collaborateurs soient formés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou encore à la lutte contre la corruption ou encore en matière financière aux abus de marché que les collaborateurs doivent pouvoir détecter. La formation est également un levier essentiel pour la bonne application des règles de protection de la clientèle, c'est-à-dire que toute personne qui est en contact avec un client doit être formée pour être à même d'accomplir les diligences que la loi lui impose. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a introduit des obligations de formation dans différents domaines. Donc tout d'abord en matière bancaire. En matière bancaire, cela concerne tous ceux qui commercialisent des crédits, crédits à la consommation, sur lequel le HCCP travaille à ce jour. Et finalement, le HCCP, au comité certificateur de place, traduit et incarne en quelque sorte la spécificité, toute la singularité qui a été mise en place au niveau français pour la vérification des connaissances minimales des collaborateurs de la finance. Donc, en tout cas, on le voit, en somme, la certification AMF s'inscrit dans un mouvement global de montée en puissance des compétences de tous ceux qui sont en contact avec des clients. Mais même si elle s'inscrit dans un mouvement global, elle s'avère novatrice puisqu'elle repose sur un cadre qui est organisé par l'AMF en collaboration avec les organismes de formation professionnelle. Donc, merci Myriam pour cette intervention. Je vais juste remettre les slides. Donc, en complément, afin d'accompagner les professionnels, vous le savez sans doute, l'AMF met en place des actions de pédagogie. Et donc, nous allons mettre en ligne dans les prochains jours sur notre site internet un nouvel outil pour vous aider à répondre à un certain nombre de questions sur la certification. Et donc, c'est Laurine Bougis qui va vous le présenter en vidéo. Bonjour à tous, je suis Laurine Bougis, je travaille à l'AMF pour Épargne Info Service qui répond par écrit et par téléphone aux questions des particuliers et des professionnels. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement le nouvel outil que nous avons mis en place pour aider les professionnels, qu'ils soient employeurs ou employés, à trouver les réponses à leurs principales questions concernant l'examen AMF et le dispositif de vérification de connaissances minimales. Pour créer cet outil, nous avons relevé toutes les questions que les professionnels adressaient à l'AMF concernant la certification AMF. Nous les avons regroupées et nous n'avons gardé que celles qui revenaient plusieurs fois. La difficulté avec la création de cet outil de questions-réponses réside dans la confusion qui est faite par certains professionnels entre vérification interne qu'ils ont pu passer dans leur entreprise et l'examen externe AMF. Notre but est d'apporter des réponses claires et précises à des questions pratiques.
L'outil se présente donc ainsi. La première question sert à séparer les questions des employeurs et les questions des employés. Les employeurs nous posent dans la plupart des cas qu'une seule question. Comment vérifier si mon employé dispose de la certification AMF? Une fois cette question traitée, le reste des questions s'adressent aux employés. L'outil pose la question « Avez-vous la certification AMF ?» Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de professionnels ignoraient s'ils avaient la certification. Nous avons donc une réponse « Oui » pour ceux qui sont sûrs et qui les renvoient vers les questions qui sont les plus souvent posées avec en tête comment obtenir un duplicata, puis un peu moins souvent traité « Mon employeur peut-il m'obliger à passer une vérification interne ?» Vous avez une réponse « Non » pour les personnes qui savent qu'elles n'ont pas passé la certification. Donc ces personnes sont renvoyées vers les questions qui portent sur les modalités pratiques de l'examen, c'est-à-dire dois-je passer la certification AMF? Comment s'inscrire à l'examen? Quelles sont les modalités de passage? Donc elles pourront trouver toutes les précisions utiles. Enfin, pour toutes les personnes qui nous répondent « je ne sais pas », lorsque nous leur demandons si elles ont obtenu la certification AMF, nous avons recensé 3 questions qui sont souvent à l'origine de cette confusion. Donc la première, c'est la différence entre vérification interne et externe et la conséquence du passage de l'une ou de l'autre pour un changement de poste. La clause de grand-père. Et enfin, les questions portant sur les équivalences, que ce soit avec des diplômes existants ou des équivalences entre pays. Nous espérons que cet outil vous sera utile. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les professionnels et de répondre à leurs questions pratiques le plus précisément possible. Donc cet outil, c'est le fruit d'un travail transversal avec l'équipe de l'AMF qui s'occupe de la certification et les équipes en charge du site internet pour apporter les réponses les plus précises et les plus fiables aux professionnels. Donc, merci à Laurine pour cette présentation donc, de cet outil qui va être mis en ligne dans les prochains jours. Donc, nous allons maintenant répondre à vos questions. Je vais donc faire monter sur scène Jacqueline, Claire et Myriam. Sachez aussi que d'autres questions vous viennent après l'événement. Vous pourrez aussi revenir vers nous de vos contacts habituels et d'épargne info auquel Laurine appartient. Alors, peut-être une première question. Quelles sont les obligations aussi en matière de revue annuelle des connaissances, notamment pour les conseillers? Oui, le point est important parce qu'effectivement, la certification AMF est un passeport finalement pour exercer son métier. Il est obligatoire pour les 8 fonctions clés, pour les vendeurs et pour les CIF, mais ce n'est pas le bout du monde, dans le sens où une fois que l'on a acquis ça, qui est vraiment le point de passage obligé, il y a une nécessité et une obligation, et Myriam pourra compléter, une obligation telles qu'elles sont définies dans les guidelines de l'ESMA, revue, c'est-à-dire revoir si les connaissances et les compétences qui sont acquises sont toujours d'actualité. Et ça, c'est une obligation globale qui pèse sur les établissements, que de vérifier que les bonnes personnes sont au bon endroit pour exercer leur métier avec les bonnes connaissances et les bonnes compétences. Et c'est bien sûr de la responsabilité des établissements de veiller à cette maintenance des connaissances et des compétences. Merci Claire. Une autre question dans le contexte du Brexit. Il semble à la personne qu'il y a une équivalence qui a été mise en place. Comment ça fonctionne? Cette équivalence a été mise en place au moment du Brexit, qui a duré un petit peu avant de devenir une réalité pour nous tous. Et il s'agissait finalement, et c'était une demande que faisaient les professionnels d'ailleurs, de regarder, d'examiner de façon assez précise s'il y avait des possibilités d'équivalence. Alors, une équivalence
c'est sérieux, on ne le fait pas sur des bases flottantes. Et donc, il y a eu un travail important, extrêmement fin, qui a été fait pour vérifier si dans les parcours de formation qui étaient obligatoires pour les professionnels exercés sur la place financière de Londres, il y avait des points sur lesquels on pouvait s'appuyer pour pouvoir valider finalement chaque thème de la certification professionnelle AMF. Il s'avérait que c'était possible. Les Anglais ont des systèmes de formation qui sont très différents des nôtres, mais qui sont très complets. Et donc, cela a permis de donner un cadrage général qui permet aux RCCI, RCSI des établissements concernés, sur la base de ce cadrage, de cette analyse très fine qui a été faite, de pouvoir délivrer sous leur responsabilité des équivalences à la certification professionnelle AMF. Merci Claire. Je vois deux autres questions qui viennent d'arriver. Alors, je vais répondre rapidement à la première. Sur l'outil qui a été présenté par Laurine, il sera accessible, oui, sur le site AMF à partir de la page de certification, donc que vous retrouvez dans l'espace professionnel, par exemple en rentrant à travers la partie psy, décrypter la réglementation. Une autre question donc, là, qui s'adresse à vous trois, mesdames. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il a été informé donc, par une de ces directions que la vérification interne ne serait plus valable, y compris pour ceux l'ayant depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez l'éclairer? Je ne sais pas, Claire, si c'est toi qui réponds. Écoutez, je suis très surprise qu'on ait pu vous donner cette information-là. La certification professionnelle s'appuie sur des dispositifs, finalement sur un dispositif très complet, qui est l'examen certifié AMF, d'une part, la vérification interne des compétences, d'autre part, ou l'équivalence, comme on vient de l'évoquer aujourd'hui. Et ces trois façons d'accéder à la certification professionnelle AMF perdurent, existent, et à ce stade ne sont pas du tout remis en cause. Ok, merci. Ben, écoutez, nous avons répondu à toutes les questions qui nous étaient posées. Je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième partie avec un autre membre du HCCP, Catherine Fauquet, qui va nous présenter la réforme de l'examen AMF avec la création des bases communes. Bonjour, Catherine Fauquet, je suis enseignante à l'IAE de Nantes pour de futurs chargés de clientèle sur le marché des particuliers, des professionnels ou sur le marché de l'entreprise. Après avoir exercé en banque une quinzaine d'années environ, à la fois dans l'inspection générale et sur plusieurs postes de direction. Concernant la certification AMF, pour comprendre le présent et l'avenir, il est souvent nécessaire de se pencher sur la genèse d'un projet. Pour rappel, la certification a été mise en œuvre pour garantir un conseil à la fois avisé et transparent pour les particuliers qui ont l'intention d'investir sur les marchés financiers, sachant qu'effectivement, le public français est très frileux pour aller sur ces marchés. Je vais éviter de poser la question aux participants de ce webinaire puisque je pense que vous avez tous la réponse. Quelles sont les principales fonctions et missions de l'AMF? Eh bien, je pense que vous avez tous la réponse, c'est-à-dire réguler, superviser, informer et protéger. C'est à la suite du constat de réclamation des clients sur des conseils qui n'étaient parfois pas suffisants, voire trompeurs dans un certain nombre de cas avant la commercialisation de produits qui ont conduit l'AMF à mettre en place la certification. Dès l'origine, l'objectif a été de former les collaborateurs des établissements afin qu'ils maîtrisent les connaissances nécessaires pour délivrer un conseil de qualité, notamment envers les clients les plus néophytes. Les clients les plus avertis allant sur les sites internet pour passer directement leurs ordres, on avait constaté un déficit de formation pour un certain nombre de collaborateurs sur ces questions. Pour la mise en place donc, de cette certification, des organismes ont été accrédités par le HCCP, après évidemment vérification des moyens qui étaient mis en œuvre pour former et pour assurer un examen répondant aux attentes. Chaque organisme a ainsi pu s'organiser à la fois sur les formations et sur les examens de manière totalement décentralisée. Beaucoup d'entre vous ont participé à la création de cette première étape et sont encore présents aujourd'hui, attestant évidemment du bien fondé de cette certification.
Lors du bilan qui a été organisé à l'occasion des 5 ans de la certification, nous avons constaté effectivement que cette mise en œuvre avait eu des incidences excessivement positives, mais qu'il était encore nécessaire d'améliorer le process. En effet, dans les constats réalisés, il demeurait encore trop de réclamations pour défaut de conseil, et certaines visites mystères organisées par l'AMF révélaient effectivement un défaut d'information avant la vente des produits financiers. Par ailleurs, la qualité des formations était assez hétérogène, alors que la certification a exactement la même valeur sur le marché du travail. Enfin, la taille des bases, qui était limitée à 600 questions, permettait une mémorisation assez simple pour la plupart des candidats, sachant que pour la grande majorité des organismes de formation, la base d'examen était strictement identique à celle qui était fournie aux candidats au préalable pour pouvoir réviser. En conséquence, on s'est aperçu qu'il s'agissait davantage de valider la capacité mémorielle des apprenants plutôt effectivement que la compréhension des marchés, l'enjeu de cette certification et puis surtout maîtriser l'ensemble des produits qui étaient commercialisés. Assez naturellement, le HCCP en est arrivé à la conclusion qu'il allait falloir harmoniser le niveau de questions et mettre les candidats en situation d'équité pour garantir à la fois la qualité de la certification et atteindre les objectifs initiaux qui avaient été fixés. Plusieurs solutions ont été envisagées et celle qui a été retenue a été de mobiliser les organismes certificateurs existants pour la création d'une base qui allait répondre à la fois aux exigences de qualité d'une place financière telle que celle de Paris. Après consultation et accord des différentes parties prenantes, des questions ont été remontées par les organismes certificateurs existants et ont fait l'objet d'une vérification et d'une sélection attentive, la dynamique collective ayant incité chacun à donner le meilleur de lui-même. Alors, je me fais ici la porte-parole des membres du HCCP. On a tous énormément apprécié le fait de passer des heures en visio, à échanger pendant de longues heures pour savoir si oui ou non cette question méritait d'être retenue. On a tous plongé avec délice dans le règlement général de l'AMF que je conseille très vivement à tous les insomniaques, de même que à peu près toutes les directives européennes sur les sujets les plus variés, et notamment ceux qui concernent les marchés financiers. On s'est aussi transformé en correcteur d'orthographe pour un certain nombre. On a râlé parfois de temps en temps aussi, un petit peu marre aussi. On a connu le stress, et puis ce qu'on a tous retenu, en fait, ce sont les crises de fou rire qu'on a pu avoir. C'est cette équipe soudée dans l'adversité, et puis surtout aussi beaucoup d'humilité, parce que finalement, nous avons tous appris énormément à la relecture de ces questions, même peut-être certains collaborateurs de l'AMF sur des sujets très très pointus. On a tous appris de cette épreuve. Et puis enfin, la fumée est sortie de la salle. Alors, certes, il reste encore des améliorations à apporter, probablement. Nous avons fourni les corrections pour un certain nombre de questions, pas toujours d'ailleurs, pour, j'allais dire, faire en sorte aussi que chacun se responsabilise sur la qualité de ses propres questions, et puis s'engage à fournir une base qui soit effectivement de la meilleure qualité qui soit. Aujourd'hui, le marché financier est en pleine évolution avec le Brexit qui se concrétise, avec l'arrivée de nouveaux entrants, avec de nouveaux produits également et de nouvelles attentes des clients. Par conséquent, on a souhaité aussi intégrer dans les chapitres un certain nombre de questions portant sur à la fois les cryptoactifs et la RSE notamment, qui est une vraie préoccupation aujourd'hui des clients. La base commune a permis de créer des liens très forts entre les organismes certificateurs et avec l'AMF également. Ces liens seront encore renforcés lors des comités d'experts qui vont permettre une mise à jour régulière des questions. L'équité des candidats est une réalité aujourd'hui avec cette nouvelle base, même si nous sommes conscients qu'elle nécessite un travail d'apprentissage plus long préalable au passage de l'examen. La période actuelle, avec toutes les incertitudes qui sont liées à la crise sanitaire, à l'injection massive de liquidités, qui ont obligatoirement un impact sur les marchés financiers, aux taux bas aussi, qui vont nécessiter un conseil beaucoup plus avisé envers les clients. Nous sommes convaincus que cette certification nouvelle formule va permettre d'assurer cette qualité du conseil, qui est vraiment un impératif aujourd'hui partagé entre les clients, les collaborateurs et les établissements sérieux.
Les risques de crédit et les risques opérationnels sont une réalité aujourd'hui pour les établissements bancaires. Il va être donc de plus en plus important aussi de se garantir contre le défaut de conseil qui est à la fois lourd en termes pécuniaires mais aussi en termes de déficit d'image. La décision a été prise de maintenir la vérification interne avec le même niveau d'exigence que pour la certification, puisque dans tous les cas, le contenu doit demeurer identique au contenu de la certification. Toutefois, cette vérification ne garantit toujours pas la portabilité pour les collaborateurs dans un monde bancaire où la fermeture des agences devient de plus en plus présente. Il nous semble donc vraiment important que les établissements mettent en œuvre la certification pour leurs collaborateurs, puisque de tout temps, la formation a été un gage de qualité, bien évidemment, dans la qualité du service qui est accordé aux clients, mais aussi un gage de fidélisation pour les collaborateurs quand elle est diplômante. Pour conclure donc sur cette partie qui a tenté d'expliquer à la fois les raisons de la mise en place de la certification, les raisons de son évolution, eh bien voilà, les membres du HCCP voudraient adresser aussi un grand merci à tous les organismes qui ont contribué à cette dynamique de place et à l'élaboration de cette base unique. L'objectif pour les 15 ans, parce qu'il faut s'en fixer un, évidemment, c'est que les placements financiers deviennent majoritaires dans les placements actuels des épargnants français, dans un cadre qui soit totalement transparent et sécurisé. Et tous ensemble, we can do it. Donc, merci beaucoup à Catherine pour cette présentation sur cette réforme de l'examen AMF. Alors, pour vous en dire encore un peu plus sur cette réforme, je vais passer la parole en vidéo à Yves Grosfogel et Nawel Gouda, qui sont les personnes en charge de la certification AMF à la DREP et qui vont maintenant revenir sur ce projet de mise en œuvre des bases communes. Bonjour à tous, je m'appelle Yves Grosfogel et je suis responsable du suivi des pratiques commerciales et de la certification au sein de la DREP. Bonjour, Nawel Gouda, je suis juriste au sein de la DREP et j'interviens également sur la certification AMF, plus particulièrement sur la doctrine. Alors, la France a été l'un des premiers pays à mettre en place une certification professionnelle en 2010 au sein de l'Union européenne. 10 ans après l'instauration du dispositif, le Haut Conseil certificateur de place a souhaité s'engager dans une réflexion afin d'unifier et de compléter la base de questions de la certification. Fin 2017, le Collège de l'AMF a donné son accord à un mandat d'étude sur la création d'une base commune d'examen. Le projet a duré 2 ans. L'année 2018 a été consacrée à l'étude de la faisabilité du projet en concertation avec les organismes dont l'examen a été certifié. Cette phase a été très collaborative avec l'organisation de groupes de travail pour voir les modèles opérationnels possibles pour créer une base commune d'examen. Elle a abouti à la proposition d'un projet permettant de créer un examen de place comprenant des exigences de qualité renforcées tout en s'inscrivant dans la continuité du dispositif initial, car l'examen AMF est un examen assuré par une multiplicité d'organismes et la montée en qualité repose sur une nouvelle organisation qui s'appuie solidairement sur les organismes certifiés. La seconde phase du projet a porté sur la modification des textes applicables à la certification AMF. Les différentes parties prenantes, dont les associations professionnelles, ont été consultées sur les principes de fonctionnement de la base commune, ainsi que sur le projet de modification de l'instruction 2010-09. Les textes ont ensuite été approuvés par le Collège de l'AMF et publiés en juin 2019. Les bases communes en français et en anglais ont été mises en service le 1er janvier 2020. Concernant la maintenance des bases communes, elles reposent sur un principe de mutualisation. Elles sont administrées par les services de l'AMF, qui coordonne la mise à jour des questions et réponses. Cette mise à jour est effectuée par les organismes qui demeurent propriétaires des questions et réponses. 2 comités sont notamment tenus annuellement à cet effet. 1 an après la mise en œuvre des bases communes d'examen, les organismes certifiés considèrent que l'aboutissement du projet a notamment permis une homogénéisation de la qualité et du niveau de l'examen pour tous les candidats en créant un examen unique, de créer une base de questions de taille significative permettant de supprimer le bachotage, de faire évoluer le programme de l'examen afin d'intégrer les différents changements réglementaires, notamment ceux entraînés par la loi Pacte, s'agissant des cryptoactifs, une mise à jour régulière des questions et réponses,
d'inciter les employeurs concernés par ce dispositif à envisager la certification AMF dans une démarche plus globale d'acculturation des équipes à leur environnement. Il considère également que le passage de l'examen constitue une vraie plus-value pour les étudiants. Enfin, il souligne que la mutualisation de l'organisation a permis une collaboration constructive entre les organismes certifiés. Nous pouvons considérer, 1 an après l'entrée en vigueur des bases communes, que le projet a rempli toutes ses missions. Donc, merci à Yves et Nawel pour ces précisions sur l'organisation de ce projet. Donc, on va désormais de nouveau répondre à vos questions, donc à vos questions qui portent notamment sur la réforme de l'examen. Donc, je vais faire monter sur scène Jacqueline, Claire et Catherine pour y répondre. Oui, donc Florence, quelles sont les questions qui nous sont posées? Oui, alors il y en a plusieurs. Alors, je vais peut-être d'abord en prendre une qui est pourquoi certification commune et pas portable entre établissements, si j'ai bien compris les propos. Donc, je pense qu'on est sur la différence entre l'examen externe et la vérification interne. Peut-être que tu peux réexpliquer, Claire, par exemple, comment cela fonctionne? Oui, donc là, on vient de vous expliquer le projet qui a été mené, qui a consisté à avoir une seule base commune de questions pour avoir une homogénéité et une qualité comparable des examens qui sont posés de façon aléatoire. Donc, c'est le projet base commune. Il faut bien avoir en tête que c'était un projet qui maintenant est vivant et donc, quelque part, il faut presque l'oublier puisque c'est la vie courante au jour d'aujourd'hui. Les examens sont tirés à partir d'une base commune. À côté de ça, l'examen certifié AMF. Donc, pour ce, je vous ai expliqué tout à l'heure que le dispositif, il y avait plusieurs façons finalement d'être certifié. Il y a l'examen. L'examen, il permet une portabilité, c'est-à-dire que c'est la personne qui l'a passé, qui est reconnue dans ses connaissances par cet examen dont la qualité a été tout à fait homogénéisée, qui permet à cette personne, y compris s'il change d'employeur, de pouvoir se prévaloir de cette certification. Et puis, il y a d'autres voies, notamment on a évoqué la voie de la vérification interne tout à l'heure. Et la vérification interne, elle est passée au sein de son propre établissement. Donc, elle va être valable si on reste dans son établissement. Donc, voilà, c'est la différence. J'espère que ces quelques explications vous permettent d'y voir plus clair. Sinon, vous pouvez l'indiquer dans le chat. Merci Claire. Alors, une autre question. Comment expliquer un gap aussi important entre la version 1 et la version 2 du programme AMF? Donc, je pense que c'est le programme qui était en vigueur de 2010 à 2019 et depuis 2020 avec les bases communes. Donc, la nouvelle version est-elle adaptée aux professionnels de la banque de détail versus ceux de la BFI? Peut-être que Catherine peut commencer à répondre et puis Claire et Jacqueline, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Alors oui, par rapport à ça, je pense qu'effectivement, on est tout à fait adapté puisque aujourd'hui, c'est ce que je dis à la fin, les connaissances qui sont nécessaires pour un conseiller clientèle et les compétences qu'on attend de lui sont quand même de plus en plus importantes. Et pour vérifier à la fois, j'allais dire, un conseil de qualité et pour faire en sorte que la personne soit en capacité de répondre. Ce que l'on a ajouté finalement comme complément correspond aussi aux attentes des clients. Par exemple, quand on est parti sur tout ce qui concerne la RSE, ça correspond aux attentes du client. Tout ce qui concerne la partie sur, j'allais dire, les cryptoactifs, par exemple, ce sont aussi des événements qui sont en train de se produire. Je ne suis pas sûre, puisque en fait, on est resté sur un niveau de connaissance à 80% dans chaque domaine, qu'on ait véritablement modifié la base en tant que telle. C'est-à-dire qu'on n'a fait que poser davantage de questions sur certains chapitres, mais le contenu des chapitres n'a pas été tellement modifié au départ. Ce qui a été ajouté, ce sont des éléments de, j'allais dire, de mise à niveau aujourd'hui des demandes des clients par rapport à ça, mais les questions n'ont pas été plus compliquées et c'était des questions qui préexistaient. Donc, on n'a pas vraiment ajouté énormément de choses par rapport au programme initial.
Merci Catherine pour cette réponse complète. Alors, une question qui rejoint un petit peu celle-ci. À quoi correspond la notion de connaissance minimale dans la vérification et vérifiée par la certification? La personne se dit surprise par le niveau de détail atteint par de nombreuses questions de la base. Donc, peut-être que Catherine, si tu souhaites enchaîner. Alors, je vais continuer. Sur le niveau de connaissance minimale, donc vous avez un document qui existe qui s'appelle certification professionnelle et AMF, dans lequel vous avez justement les questions qui sont de niveau connaissance générale et les questions qui sont de connaissance un peu plus approfondie. Donc, dans les deux cas, on a demandé 80% de réussite. Globalement, on est quand même sur une attente de connaissance de la part des conseillers, à la fois des instruments. Donc, pour être très honnête, je pense qu'effectivement, un certain nombre de questions peuvent paraître un petit peu complexes pour, j'allais dire, quelqu'un qui commercialise uniquement des produits financiers. Mais ce qu'on cherche au travers de cette certification, c'est aussi une appréhension globale des marchés financiers et de leur fonctionnement. Donc, si certaines questions semblent être un peu pointues, c'est aussi parce qu'il est nécessaire de savoir un peu comment ça fonctionne, malgré tout, quand on va vendre des produits aux clients, pour mieux appréhender les risques et conseiller le client final. C'est un peu la façon dont moi je vois les choses, savoir une connaissance quand même qui soit suffisamment fine. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est connu par tout le monde, les dates de valeur qui sont plutôt des choses qui pourraient être relativement, j'allais dire, faciles à comprendre. Si on n'explique pas les dates de valeur au client, il ne comprendra jamais les agios, s'il n'est pas forcément producteur. C'est débiteur. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est difficile d'expliquer des produits financiers quand on n'a pas quand même un minimum de connaissances sur ce qui se passe derrière. Donc voilà, peut-être que ces questions pointues portaient sur ces éléments-là. Merci Catherine. Je ne sais pas si Claire ou Jacqueline, vous voulez ajouter quelque chose ou si on a plein d'autres questions aussi. Oui, j'ai envie de rajouter, oui, on parle de connaissances minimales, mais dans notre esprit, ça suppose quand même d'être capable d'aller au-delà du minimal, parce que parfois les clients sont infiniment plus professionnels que certains d'entre nous. Donc, il faut être capable de pouvoir répondre à des questions qui semblent être des questions de détail, mais qui ne le sont pas, comme vient de le dire Catherine. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on ait des ambitions un peu larges quand même. Merci Jacqueline. Une autre question qui est liée à la crise sanitaire et la suspension du délai de 6 mois qu'on avait mis en place en mars 2020. La personne nous demande si cette suspension est toujours maintenue. Peut-être que Claire peut répondre. Vous pouvez prendre une pause. Oui, je peux répondre. Catherine Lyon avec ses étudiants en parallèle, donc elle connaît bien le monde des étudiants, quel que soit vous allez en direct. Et en direct, vous en avez la preuve. C'est un vrai live, Catherine. Merci de mener tout ça de front. Donc, vous voyez comment travaillent les membres du HCCP. Ils mènent plusieurs choses en même temps. Claire, avant de te passer la parole, parce que tu es la personne qui est infiniment plus capable de répondre à toutes ces questions, je dois dire que comme tout le monde dans notre pays et dans le monde, nous avons un peu navigué à vue. Ce que nous voulions quand même, c'est que les choses puissent continuer. Donc, nous avons ajusté, non pas notre doctrine, mais plutôt notre manière de faire évoluer les choses a été au jour le jour. Nous avons eu d'ailleurs des réunions avec les organismes de formation, nous les avons écoutés, nous sommes à l'écoute du monde des étudiants, Catherine en témoigne, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas de notre part de rigidité, mais on veut quand même maintenir un certain niveau à cet examen, parce que ce ne serait pas juste aussi pour ceux qui l'ont passé dans le passé et à qui on a été exigeant. Donc, on est à la fois indulgent et exigeant. Donc, c'est toute la difficulté de notre exercice. Claire, je te laisse peut-être élaborer beaucoup mieux, moi, tout ça. Oui, et puis on a été très, très pragmatique, extrêmement pragmatique, puisque on a tous subi le confinement et on a tous dû s'adapter, comme le dit très bien Jacqueline. Ce qui fait que, prenant en compte cela, on s'est dit, il n'est pas raisonnable, il y avait un confinement dur, je vous le rappelle, c'est pas si vieux, il n'est pas raisonnable de maintenir cette obligation de passage de la certification au-delà d'un délai de 6 mois de présence, dans les circonstances qui étaient celles que l'on connaissait au moment de ce confinement. Donc, il y a eu cette suspension du délai de 6 mois. Alors, suspension ne voulait pas dire qu'on levait la garde. Ça voulait dire que pour vous, et on sait bien que parfois c'est bien plus compliqué, il fallait mettre en place un système de supervision plus longtemps.
Et cette suspension, elle a duré du 18 mars jusqu'au 15 décembre, puisque au 15 décembre, tout cela, quand même, on a pu constater qu'il y avait un allègement. Et puis surtout, en parallèle, le collège, sur proposition du HCCP, avait assoupli les possibilités de passation de l'examen à distance, avait encadré les pratiques de délégation, de surveillance de ces examens à distance. Donc tout ça faisait un ensemble, des conditions qui s'étaient améliorées, le fait qu'il y avait plus de possibilités de passer l'examen à distance, en tout cas avec un certain assouplissement, et puis également le fait qu'une supervision qui dure n'est pas très jouable, et au bout d'un moment peut poser question aussi, puisqu'on ne peut pas garder quelqu'un sous cloche, un professionnel sous cloche, pendant trop longtemps, alors qu'il doit prendre son envol et son autonomie pour réaliser son métier et s'y développer pleinement. Alors, une autre question, Claire, mais qui est un peu liée aussi à ce contexte de pandémie, c'est quelles sont les réflexions de l'AMF sur les modalités du passage de l'examen dans un contexte persistant de pandémie, à distance, sur surveillance notamment. On a fait évoluer des choses récemment sur l'examen à distance. Oui, sur l'examen à distance, c'était très restrictif puisque c'était envisagé dans un premier temps. Là aussi, c'était les cas pratiques qui nous étaient remontés pour des étudiants qui étaient à l'étranger, qui devaient passer cet examen à distance parce qu'ils se trouvaient je ne sais où, mais en tout cas très loin de leur base et de leur université. Ce cas qui était beaucoup plus fréquent s'est avéré par d'autres cas, et notamment la possibilité effectivement pour les professionnels, ou la difficulté pour les professionnels de se déplacer dans les conditions. Donc il s'agit bien toujours d'examens présentiels, mais avec des assouplissements, des délégations qui sont possibles, mais qui sont encadrées. Et ça, c'est très clair. Nous sommes très attachés, vous le comprendrez, je pense que vous y adhérez, j'espère, à ce que la certification AMF, quand elle est obtenue, que ce soit par l'examen extérieur ou par la vérification interne, qu'il y ait de véritables exigences et qu'on soit fier et capable de dire qu'on est sur les mêmes schémas et les mêmes reconnaissances de connaissances minimales. Merci Claire. On a beaucoup de questions qui arrivent, mais on ne va pas pouvoir répondre à toutes parce que l'heure tourne. Des réponses dédiées vont être apportées dans la partie questions à chacun. Peut-être juste une dernière petite question rapide. Est-ce qu'il y a une périodicité prévue pour la mise à jour éventuelle de la base de questions? Je prends aussi aucun silence. J'y vais. Comme vous voulez, mesdames. Vas-y, Claire, sachant peut-être juste un point, c'est que même si on définit une périodicité, s'il y a une urgence, on n'hésitera pas à intervenir quand même. Hein, c'est la limite de notre exercice. Quand on parle de pragmatisme, c'est dire ça aussi. Donc Claire, humblement, je te passe la parole. Merci. Donc le HCCP, dans sa grande sagesse, a proposé qu'il y ait une révision au moins une fois par an. Ce qui paraît très bien, mais ça peut être plus. Mais l'intention n'est pas non plus de bouger sans arrêt les questions, le programme, etc. Par an, ça permet de voir s'il y a de grands pans de la réglementation qui ont évolué, et on l'a vu ces derniers temps. Il y a des choses qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui, avec un cadre légal et réglementaire. Et si je prends une question qui revient très très souvent parce qu'on le voit chez les épargnants, alors même si tout le monde n'est pas amené à en commercialiser, mais il peut y avoir beaucoup de questions, par exemple sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a un cadre, il faut un minimum le connaître, avoir la culture générale pour pouvoir y répondre. Ça, c'est quelque chose de très très neuf. Bon, c'est pas le métier au jour le jour, mais il y a des questions qui arrivent. Donc, il faut avoir la culture générale qui va bien. Donc, une fois par an, à minima, avec un comité de veille experts et puis un comité réglementaire qui permet d'acter avec les organismes, en lien avec les membres du HCCP, en lien avec l'AMF, quels sont les pans qu'il faut revoir à moitié dans un souci effectivement de pérennité de cette base et en même temps d'actualisation sur la réglementation et les évolutions de notre monde financier. Merci beaucoup à vous trois. Je vous propose qu'on passe maintenant à notre dernière partie, donc qui concerne la finance durable et le projet de module optionnel sur la certification finance durable que Jacqueline vous a présenté lors de son introduction. Donc,
Pour cela, je vais d'abord passer la parole à Christophe Couturier, membre du HCCP, qui va nous présenter sa vision de la finance durable et de son impact, ainsi que ce projet de création d'un module finance durable. Donc Christophe va nous répondre en vidéo. Bonjour Monsieur Couturier. Bonjour. On peut se poser la question de ce que vient faire la finance dans la lutte contre le réchauffement climatique. On voit bien l'effet potentiel de la restriction des financements bancaires sur les entités polluantes, mais le fait d'investir dans les actions. Il y a bien sûr la théorie financière qui nous parle de l'effet des valorisations. Si une personne achète les actions d'une entreprise polluante, son prix sera très bas, elle aura moins de capacité à se financer, à se développer. Le prix de son capital sera élevé. Tandis qu'une entreprise faisant des efforts reconnus, dont le prix de l'action sera élevé, car elle attire les investisseurs sensibles à la finance durable, pourra émettre facilement du capital à un prix raisonnable pour se développer. Ainsi, au bout d'un certain temps, l'entreprise la plus vertueuse aura de meilleurs atouts pour l'emporter sur l'entreprise moins vertueuse. Et par sélection naturelle progressive, seules les entreprises vertueuses survivront, permettant un progrès. Tout cela est vrai, mais l'effet ne se fait sentir qu'à très long terme, à un horizon qui n'est pas adapté aux contraintes de temps auxquelles nous devons être sensibles lorsqu'il s'agit d'améliorer la situation sociale, le respect de l'environnement ou de lutter contre le réchauffement climatique. L'essentiel de l'impact de la finance durable n'est pas là. Il me semble reposer sur le principe du regard social. De quoi s'agit-il? Lorsque vous regardez un enfant en train de faire une bêtise, en général, il s'arrête. Il n'est rien besoin de dire. Sauf s'il veut provoquer, le seul fait de regarder suffit. Eh bien, pour les patrons d'entreprises cotées, c'est pareil. Le fait d'éclairer ce qui n'est pas correct dans leur entreprise a un impact considérable. En effet, ils ne veulent pas apparaître comme le vilain petit canard vis-à-vis de leur père, de leur famille, de leurs salariés, de leurs administrateurs et actionnaires. Alors, ils agissent. Prenons l'exemple de l'article 173 de la loi de transition énergétique. Les investisseurs mentionnent dans leur rapport annuel une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de gouvernance, et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Dans l'absolu, on pourrait répondre que les modalités sont légères, que les moyens sont modestes, mais personne ne veut avoir la honte publique de dire qu'il ne fait rien. Les investisseurs vont donc demander aux entreprises ce qu'elles font pour choisir les meilleurs et montrer qu'ils sélectionnent. Les entreprises seront mal à l'aise de dire qu'elles ne font rien et mettront en œuvre des mesures et intégreront des objectifs dans leur plan pour pouvoir en faire un reporting et montrer ce qu'elles font de bien. Ainsi, par le mécanisme du regard social, des millions de micro-mesures sont prises sur le terrain, là où c'est utile, par des gens en capacité d'agir avec discernement pour atteindre des objectifs durables concrets à présenter aux financiers tout en protégeant leur rentabilité. En cela, la finance durable me semble avoir un impact fort, rapide et de portée générale. Très bien, mais est-ce que ça marche? Demandons aux spécialistes de la démarche d'influence et de progrès. Depuis quelques années maintenant, nous dialoguons de façon continue avec une grande compagnie pétrolière française sur différents enjeux ESG, dont la transition énergétique. Par exemple, nous avons fait remarquer l'absence de plan d'action à moyen-long terme en précisant les moyens déployés pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La société a progressivement évolué, s'est désormais positionnée sur les énergies renouvelables et a déclaré une nouvelle stratégie climat ambitieuse. Elle s'est ainsi engagée à s'améliorer sur ces enjeux. Depuis 2017, nous avons dialogué avec une grande société automobile sur différents enjeux ESG dans le respect des droits de l'homme dans la chaîne des fournisseurs de cobalt. Au cours du dialogue, nous avons posé sur ces sujets plus de 20 questions, principalement sur les mesures mises en place pour assurer que ces fournisseurs ne soient pas impliqués dans des violations des droits de l'homme, notamment liées au travail forcé et au travail des enfants. De plus, nous avons fait remarquer l'absence d'informations précises sur ces sujets, notamment sur les nombres précis de lignes menées et sur les non-conformités trouvées. La société s'est montrée coopérative.
Par exemple, elle s'est engagée à contrôler ses fournisseurs de matières premières à haut risque sur ces sujets. Merci beaucoup. La finance durable a un impact fort, ça marche. Il est donc légitime que le régulateur se préoccupe que les produits présentés aux investisseurs en ce sens le soient dans les meilleures conditions de professionnalisme. Les travaux de l'ONU avec Ignacy Sachs sur l'éco-durabilité en 1972, le rapport Brundtland en 1987 et le modèle de la Commission européenne en 2001 ont défini le développement durable comme un équilibre harmonieux entre les enjeux sociaux, environnementaux et économiques. On oublie souvent que la dimension économique fait intégralement partie du développement durable. Les aspects sociaux et environnementaux ne doivent donc pas être opposés aux questions de rentabilité et de risque de la finance dite traditionnelle. La finance durable les prend plus particulièrement en compte, mais les trois aspects forment un tout. De même que le régulateur a posé les règles et bonnes pratiques concernant la dimension purement financière des produits dits traditionnels, il est légitime qu'il s'assure que les épargnants et investisseurs disposent d'une information claire, complète et non trompeuse pour forger leurs décisions vis-à-vis des dimensions sociales et environnementales. Il est également légitime qu'il s'assure qu'un niveau suffisant de professionnalisme est atteint quant aux conditions de commercialisation et de gestion des produits correspondants. Cet objectif de professionnalisme a été l'objet du travail collaboratif qui a été réalisé sur ces sujets nouveaux entre les professionnels et le régulateur pour bien définir les différentes notions et s'accorder sur un ensemble de bonnes pratiques consensuelles et reconnues. Il a tout d'abord semblé que les questions financières et extra-financières étant liées, il était indispensable d'intégrer ou de renforcer les différents aspects de la finance durable dans la certification AMF de base. Ainsi, il est assuré que chaque professionnel disposera des connaissances lui permettant d'être à l'aise avec la finance durable. Néanmoins, il est apparu utile d'aller plus loin en ce qui concerne les produits spécialisés, mettant plus particulièrement en avant les questions de finance durable. C'est pourquoi l'AMF a souhaité créer une certification complémentaire, spécialisée en finance durable, ayant un caractère optionnel, mais permettant d'attester des compétences spécifiques indispensables pour commercialiser et gérer ces produits spécifiques. Il reste maintenant à ce que tout ce travail diffuse ses effets parmi les professionnels et que la place de Paris garde une longueur d'avance dans l'excellence dont elle fait preuve dans la finance durable. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation sur la finance durable. Pour conclure cette partie finance durable, Thierry Déault, qui est le président de Finance for Tomorrow, va nous dire quelques mots. Nous avons en effet associé à nos travaux avec le HCCP, le Trésor et Finance for Tomorrow. Bonjour, je suis Thierry Déault, le président de Finance for Tomorrow de Paris Europlace. Alors tout d'abord, je souhaite remercier l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil certificateur de place de leur invitation à célébrer ce 10e anniversaire de la certification professionnelle AMF. Je voudrais aussi les remercier de cette démarche participative à l'écoute des acteurs de la place pour dessiner les perspectives de ce dispositif de certification qui a déjà su faire ses preuves. Alors pourquoi c'est important pour nous aussi à Paris Europlace qu'au-delà de cet outil de régulation, c'est un outil de rayonnement de la place de Paris. Nous travaillons for Tomorrow de Paris Europlace. Alors tout d'abord, je souhaite remercier verte et durable plus en ligne. Aujourd'hui, la mesure de l'impact est assurément la nouvelle frontière et il ne s'agira plus d'édicter des règles responsables, mais bien que l'argent placé par les épargnants nous permette de répondre aux défis de durabilité de notre économie et aux défis de l'accord de Paris et des engagements que nous y avons pris. Nous travaillons aussi dans cette direction et espérons apporter les résultats de cette réflexion à l'AMF pour la future certification. Donc aux côtés de l'AMF, nous sommes en soutien et nous espérons pouvoir continuer dans les prochains mois à aider pour que cette certification verte et durable apporte des résultats concrets le plus rapidement possible et qu'elle démontre le rôle précurseur de la France en matière de formation des gérants, notamment sur ces sujets importants de durabilité.
Merci à tous et bonne célébration de ce 10e anniversaire. Merci beaucoup, Monsieur Déo, pour ce témoignage. Donc, je vous propose désormais une dernière séance de questions-réponses. Je vais donc faire monter sur scène Jacqueline, Claire et Christophe pour répondre à vos questions sur la finance durable dans l'examen AMF général que nous connaissons déjà aujourd'hui ou dans le futur module de certification finance durable. Alors, une première question qui concerne l'examen actuel. On nous demande quelles sont les modifications à venir dans la V4 de la base de questions, c'est la prochaine version qui va être utilisée, concernant le thème 8.7 de la finance durable. Je ne sais pas, je passe peut-être la question à Claire. Peut-être, avant même de répondre à la question, je pense, Jacqueline, et sans dévoiler le secret, bien sûr, des débats, je pense qu'on peut dire que le collège tenait beaucoup à ce qu'il y ait un renforcement dans l'examen général de la finance durable. Oui, j'ai envie de dire, j'ai tenté de dire en introduction que pour nous maintenant la finance durable, on fait une partie intégrante. On peut pas, il n'y a pas d'opposition entre la finance classique et la finance durable à ce stade. Donc c'est cette prise de conscience que a voulu nous transmettre le collège, puisque sans trahir de secret, tu le dis Claire, nous voulions d'abord aborder un volet spécialisé en finance durable. Et en faisant chemin, on a réalisé combien la finance durable était importante pour la finance en général. Voilà, ça c'est le début, je dirais, de notre cheminement. Donc c'est tout, vous le comprenez. Et donc aujourd'hui, dans l'examen général qui portait déjà des questions sur la finance durable, il y en avait 4. Dorénavant, le collège nous a demandé de porter à 15 questions, le nombre de questions portant sur la finance durable, sur un examen qui comportera dorénavant 120 questions. Et pour répondre peut-être à vos interrogations, qu'est-ce qu'il y a de plus que l'on renforce? Ce sont les notions, et on est bien sur des connaissances essentielles, de base, sur la finance verte, sur la prise en compte des risques climatiques également, sur l'ISR, l'investissement socialement responsable, les labels, bien sûr, c'est une question qui se pose, et puis les critères ESG, un peu en pendant, environnement, social, gouvernance, ainsi que les approches de gestion de la matière. Donc voilà, ces 15 questions permettront finalement de pouvoir expliquer à tout conseiller professionnel les grands principes de la finance durable et puis aussi d'être en mesure de recueillir les préférences ESG des clients en temps et en heure. C'est pour l'examen général, ça, Florence. Oui, et donc là, on a aussi des questions sur le nouvel examen. Déjà, comment va fonctionner ce nouvel examen? Est-ce que c'est le même type, le même mode de fonctionnement que l'examen actuel? On nous demande aussi si ça sera proposé par tous les organismes qui font aujourd'hui passer l'examen AMF général. Sur ce deuxième examen, qui est un examen optionnel, donc c'est déjà une différence qui est assez notable. Fonctionnement, si je m'adresse aux organismes, parce que tout dépend d'où vient la question, si je m'adresse aux organismes, on est sur un mode de fonctionnement de type base commune sur ce module certification finance durable. Donc, les organismes qui voudront participer à être membres de cette base commune vont devoir monter un dossier, se faire certifier comme on le fait habituellement et donc candidater pour être membre de cette base commune. Ce module optionnel, il sera validé par un examen avec une attestation spécifique qui porte vraiment sur ce module certification en finance durable et il sera composé de 60 questions qui balayera plus largement à la fois la terminologie, l'écosystème de la finance durable, mais également le cadre réglementaire français et européen. Il reprendra les enjeux ESG, les approches extra-financières en gestion d'actifs et puis la commercialisation des produits d'investissement durable, sachant qu'on voit une offre qui est croissante dans ce domaine-là. Peut-être un mot s'agissant des organismes de formation, Claire. On serait ravis que beaucoup d'organismes de formation se proposent pour faire passer ces examens. Au-delà de ça, on a quand même envie que les organismes nous
fassent preuve de leurs compétences en la matière. Pour nous, c'est quand même un examen assez ciblé. Donc, d'ores et déjà, un certain nombre d'organismes se sont présentés et on examinera, je dirais, les candidatures assez attentivement. Voilà, et effectivement, quand on dit compétences, bien sûr, dans le monde financier, dans le savoir-faire pédagogique et dans la finance durable, et c'est bien qu'on peut s'adjoindre des compétences, que ce soit par des partenariats et autres, s'il y a une communauté, mais il faudra la démontrer. Merci beaucoup Claire et Jacqueline pour ces éclairages. Merci aussi à tous les intervenants, merci à tous les participants qui ont posé un certain nombre de questions. Je vais maintenant passer la parole à Claire pour la conclusion de cet événement. Oui, il me revient effectivement l'honneur de clore ce webinaire, qui est passé extrêmement vite. J'espère que l'on aura pu répondre à vos questions qui étaient très, très nombreuses. Ce webinaire, c'était aussi l'occasion pour nous de fêter dans un contexte assez atypique, reconnaissez-le, les 10 ans de la certification AMF et je vous remercie vraiment de votre présence, professionnels du secteur financier, de la conformité, des ressources humaines, de la formation, du monde académique, représentants d'associations professionnelles aussi, membres du CCSF, journalistes, tous ceux qui s'intéressent en fait aux compétences des professionnels du secteur bancaire et financier. Et je suis ravie d'avoir pu mesurer tout au long de vos interventions, de vos questions, la vivacité de ce dispositif, l'attachement qui est le vôtre à cet actif immatériel de la place financière de Paris. Et en même temps, je note bien les questions qui vous viennent à l'esprit dans cette période où il y a une évolution et ce renforcement des aspects de finance durable. Je voudrais vous partager aussi combien il me semble que l'intuition fondatrice qui a présidé à la création de la certification professionnelle AMF il y a maintenant plus de 10 ans, et je salue Jean-Pierre qui est présent avec nous aujourd'hui, me paraît en 2021 porter tous ses fruits et répondre aux nouveaux enjeux que doit relever le secteur financier. Ces enjeux, ils s'adressent à la fois aux professionnels de la finance qui doivent, à côté de leur expertise, disposer d'un socle commun de connaissances dans un monde de plus en plus complexe et spécialisé. Cela donne sens à leur activité, valorise leur savoir-faire et leur procure une vision large qu'ils apprécient. Il s'adresse aussi aux épargnants pour lesquels l'accompagnement et le conseil par des professionnels bien formés est majeur alors même que le monde économique et financier est en pleine mutation. Pour les décisions importantes, l'appui de ces professionnels et souhaitent bénéficier de points de repère solides avant d'investir leur épargne. Ils expriment un besoin de toujours plus de confiance dans un monde plus incertain et la certification AMF à sa mesure y contribue. Ils souhaitent pour beaucoup donner sens à leur épargne, contribuer à une économie plus verte et responsable et pour certains, contribuer à la sortie de la crise aujourd'hui en investissant dans les sociétés de demain. La diversification et l'allongement des horizons d'investissement en sont les clés. Ces enjeux s'adressent aussi à la place financière de Paris, dans un paysage européen en pleine réinvention après le départ du Royaume-Uni. Or, la place doit répondre avec détermination et innovation aux transformations que nous connaissons. Transition climatique et environnementale, avec la biodiversité aussi. Société plus respectueuse des contributions de chacun. Transparence et gouvernance améliorée. Et bien sûr, vous reconnaîtrez les 3 piliers de l'ESG. Le Collège de l'AMF s'est fortement engagé dans cette voie, comme nous l'expliquait Jacqueline et Lina Meur, en nous demandant le renforcement de la certification AMF dans ces domaines. Je remercie vivement les organismes de formation certifiés par l'AMF qui ont solidairement répondu à l'appel et accueilleraient volontiers ceux qui souhaiteront participer au nouveau module certification AMF Finance Durable. Je salue aussi tous les responsables de conformité et les fonctions qui veilleront à faire évoluer la vérification interne des connaissances dans le respect du nouveau programme et avec exigence.
C'est aussi sur eux que repose ensuite, une fois la certification obtenue, nous l'avons évoqué, les très belles obligations de suivi et connaissances et compétences de leurs salariés tout au long de leur vie professionnelle. Le programme de certification professionnelle AMF est dorénavant renforcé par ces 15 questions que nous évoquions qui portent sur la finance durable. Je sens votre curiosité ou votre impatience, je ne sais pas comment il faut le qualifier, mais ce programme, ainsi que l'instruction qui va avec, sera très rapidement publié pour vous permettre d'ici la mi-mars d'être à jour. Et pour le module de finance durable, nous souhaitons que les examens puissent être passés, les premiers examens avant la fin de l'année, une fois que les organismes qui souhaiteront en assurer la conception et la mise en œuvre, une fois qu'ils seront certifiés par le collège. Je tiens aussi, au nom de l'AMF, à remercier très chaleureusement tous les membres du HCCP qui ont permis de faire de ce webinaire un succès et qui ont porté toutes ces dernières années ces projets structurants pour toute la place financière, en lien étroit avec les organismes de formation certifiés AMF. Un grand merci à tous, ça a été une œuvre d'équipe, comme le rappelait Catherine dans son intervention, avec beaucoup d'engagement des uns et des autres. Certains de ces membres du HCCP actuel voient leur mandat s'achever, et je vous le dis sans embâche, ce n'est pas sans un pincement de cœur pour eux et pour nous, mais avec le sentiment aussi bien mérité d'avoir effectué du bel ouvrage, je salue tout spécialement. Et bien sûr, le nouveau HCCP qui sera prochainement nommé par le collège poursuivra cette mission au service de l'intérêt général sous la conduite de sa présidente Jacqueline Elinhammer. Merci encore de votre présence. Vous avez été très nombreux avec nous aujourd'hui, plus de 150 personnes. Je vous remercie de votre intérêt et puis je souhaite à la certification, je vous souhaite un très joyeux anniversaire au service de ces connaissances de la place financière de Paris. À très bientôt. Au revoir.